crois que c'est la seule intervention de la journée, peut-être même du week-end, où c'est pas un voyageur qu'on reçoit, mais peut-être que tu voyages quand même, Ronan. Est-ce que tu voyages? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Peut-être que c'est pour pas trop dépenser de carbone que tu voyages pas. Entre autres. Donc on va aborder ensemble la question de la compensation carbone. Alors la compensation carbone de nos déplacements évidemment, mais ça peut concerner aussi tout un tas d'activités, on va le voir ensemble. En tout cas, l'entrée, nous, c'est le déplacement parce que dans le cadre de nos voyages, en tout cas nous dans le collectif des Vagabonds de l'énergie, on se pose vraiment la question en interne, si on est amené à prendre l'avion, qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on compense? Est-ce qu'on compense pas? Au sein de notre collectif, on a tendance à être plutôt militant de la question et on a une petite tendance à penser que c'est du greenwashing. Alors du coup, pour l'instant, on l'a pas fait, on n'a pas compensé. On a préféré essayer de ne pas prendre l'avion plutôt. Et donc voilà, est-ce que ça se vaut de ne pas prendre l'avion ou de compenser? Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça compense vraiment finalement? On va pouvoir en parler ensemble. Donc Renan, tu es consultant en maîtrise de l'énergie et tu es notamment président de l'association Normandie Forever, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, mon activité professionnelle, c'est du conseil en maîtrise de l'énergie auprès des entreprises et des collectivités. Et puis la casquette bénévole parallèle, c'est d'être président de Normandie Faut Rêver depuis. Alors moi je dis. Faut rêver, pardon, oui, c'est comme ça qu'on le dit. On a le choix, mais je dis Normandie Faut Rêver, parce que bon, ça tourne autour de la forêt. Et puis voilà. Et voilà, président de cette association qui a été créée en 2013, une association loi 1901. J'explique tout de suite un peu. On peut commencer par un peu de pédagogie peut-être pour qu'on essaye de comprendre, parce que la compensation c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc moi, si j'ai bien compris, il y a deux mécanismes de compensation qui existent. Il y a un mécanisme obligatoire de compensation pour toutes les entreprises, non, une partie des entreprises et une partie des activités. Et ça vient du protocole de Kyoto, 97, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et une deuxième catégorie de compensation qu'on appelle les compensations volontaires. C'est ça? Oui, c'est ça. La partie obligatoire concerne les gros émetteurs de CO2, les industries. Et puis du coup, il y a un marché qui a été créé, donc il y a eu des dérives, voilà, c'est un marché qui essaie de se réguler en ce moment. En fait, c'est simple. Enfin, par exemple, je peux prendre l'exemple d'une usine qui est pas très loin de chez moi dans la Manche, qui est une petite papeterie. En fait, en général, les papeteries, c'est des gros mastodontes, mais là, c'est une papeterie qui soit un marché de niche de papier recyclé, mais même petite, elle est soumise au quota CO2. Et du coup, tous les ans, elle doit progresser en fait émettre de moins en moins de CO2. Et si elle y arrive plus que son objectif, elle peut vendre des tonnes de CO2 sur le marché. Et si elle n'y arrive pas, elle est obligée d'en acheter. Voilà. Donc ça, c'est le marché obligatoire. Et les projets derrière ces tonnes de CO2 certifiées qui font l'objet d'échanges monétaires, il y a des projets de compensation, mais qui sont plutôt tournés vers les pays en voie de développement, vers le sud en général, enfin des projets donc, qui sont pas locaux et qui ont des difficultés à être suivis, enfin en tout cas les entreprises qui sont soumises à ça ne voient pas forcément le résultat de la réalisation derrière. C'est ça, est-ce que quand on utilise ce genre de mécanisme, est-ce qu'on s'achète une bonne conscience en fait? Alors, pour le marché obligatoire, il n'y a pas de choix, on va dire. Voilà. Après, effectivement, il y a un deuxième marché qui n'est pas un marché, enfin, qui est une des démarches volontaires pour compenser. Alors là, il n'y a pas forcément d'obligation de certifier par des organismes compétents les quotas CO2 associés, mais la plupart du temps, en fait, on associe le marché, les compensations volontaires à des démarches locales. Donc là, effectivement,
c'est au libre choix des contributeurs, voilà, des entités qui ont envie ou pas de compenser, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que donc aujourd'hui le marché du CO2, de la tonne de carbone, il est à 24 euros, c'est ça? Oui, je ne sais pas exactement à combien aujourd'hui, mais c'était... Enfin, il est à peu près autour de 20-30 euros. 30 euros. Concrètement, on émet, un particulier émet en moyenne 12 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est une estimation alors qui est peut-être discutable d'ailleurs. Elle est sans doute, enfin moi je suis persuadé qu'elle est fausse d'ailleurs en fait en vrai. Mais admettons un particulier émet 12 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui on a un marché qui a une 20-30 euros la tonne de CO2. On arrive à 300 euros par an. Est-ce que raisonnablement on peut se dire qu'en payant 300 euros, on peut financer la compensation d'une activité de quelqu'un pendant un an? Je ne sais pas si tu réponds à cette question, mais je trouve ça assez fou qu'en fait on puisse prendre un billet d'avion, faire un aller-retour Paris-New York, claquer 2 tonnes de CO2, on paye 50 euros et derrière on a compensé. Enfin, on arrive à planter assez d'arbres avec 50 euros pour pouvoir récolter, enfin pour pouvoir séquestrer assez de carbone pour compenser l'activité. En théorie, oui. Enfin, les calculs. En tout cas, si vraiment on achète une tonne de CO2 qui va être séquestrée à ce prix-là, logiquement, elle va bien faire l'équivalent de ce qui a été émis par ailleurs. Après, ce cas de figure-là, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment. Les particuliers n'ont pas accès à des solutions. Pas forcément chiffré en termes de CO2, il y a des actions pour planter des arbres, des choses comme ça, mais sur des... Il y a des plateformes qui existent, il y en a une qui est énorme, un géant suisse qui s'appelle MyClimate, sur laquelle on peut faire une estimation de son bilan carbone, et ensuite, du coup, le logiciel sur le site dit, bah voilà, vous avez dépensé tant de carbone, du coup, il vous suffit de payer tant pour compenser. Et effectivement, derrière, du coup, de dire qu'ils font des actions autour des énergies renouvelables, dans les pays en voie de développement notamment, ou des actions autour de l'efficacité énergétique. Donc il y a quand même un lien direct entre les deux. Oui, normalement, voilà, après, tout dépend un peu du contrôle qu'il y a derrière ça. Alors, c'est vrai que ce volet-là, moi, je ne suis pas trop confronté parce que l'association Normandie Forêt V, en fait, a été construite pour répondre à un début de besoin en 2013, pour répondre à des besoins d'entreprises et de collectivités. Donc c'est le modèle qui a été créé n'est pas adapté, n'est pas ouvert aux particuliers. On ne saurait pas gérer en fait des demandes individuelles avec des petites émissions de CO2. Ça peut être une perspective d'ouverture plus tard, mais aujourd'hui 7 ans après, c'est encore la phase, disons, de développement de l'association telle qu'elle a été créée avec le modèle initial qui est en cours en ce moment. Donc c'est trop tôt pour essayer de passer à un mécanisme différent. Et puis, donc c'est une association de modélisation sans capitaux au départ. Donc il faudrait, pour offrir ce type de service, pour la compensation locale en Normandie, il faudrait mettre en place une plateforme, etc. Donc investir, ce qui n'est pas du tout la logique au départ. Donc effectivement, ça c'est plutôt réservé à des modèles de société. L'aspect particulier n'est pas encore dans le giron de Normandie Forêt V. Et donc vous êtes une association, vous n'avez pas pour objectif de faire de l'argent. Quel est du coup l'objectif de Normandie Forêt V? Quelle est l'ambition de Normandie Forêt V? Alors le principe en fait c'est d'offrir un service qu'on va appeler, si on veut être le plus respectueux des règles. En fait normalement la compensation c'est plutôt le marché obligatoire. Là on va parler plutôt de séquestration, mais bon c'est juste une faire sémantique, mais en fait le service de séquestration carbone offert aux entreprises et aux collectivités consiste en fait à reverser une aide financière à payer un service à des propriétaires forestiers pour reboiser
des parcelles qui sont dites en impasse sylvicole, qui sont classées en fait officiellement comme des peuplements pauvres, qui n'ont pas de valorisation en termes de ressources en bois. Et ça concerne à peu près, sur les 400 000 hectares de la forêt normande, ça concerne à peu près 20% qui sont classés comme ça. Donc c'est des parcelles en fait c'est un peu l'équivalent de jachères pour l'agriculture. Et les propriétaires forestiers de ces parcelles-là n'en font rien, enfin, et n'ont pas les moyens en tout cas de les entretenir ou de reconsidérer le type de boisement qu'ils ont. Et ces parcelles-là stockent peu de carbone. Elles ont tendance aussi à être assez vulnérables au changement climatique, aussi aux maladies éventuellement. Donc le principe en fait c'est de reboiser pour refaire un bois qui va être avec des arbres de haute futée qui vont avoir après qui vont permettre en fait d'alimenter les filières bois local, donc d'un côté bois énergie et de l'autre bois d'œuvre, qui ont deux effets positifs aussi sur le climat, avec du stockage qui va avoir lieu aussi dans les produits bois, et puis en termes de bois énergie, des substitutions de consommation d'énergie fossile. Alors ces stockages-là étant, dans l'association, on respecte en fait les critères, les mêmes critères que pour les calculs de compensation pour les marchés obligatoires. Et du coup, on ne peut pas compter deux fois ce qui est compté positivement pour la filière bois énergie, ce qui est compté aussi positivement en termes dans les labels, dans les bâtiments bas carbone, où on compte maintenant le carbone stocké par le bois de construction, par exemple. Du coup, on ne compte que le stock de carbone supplémentaire qui va être créé au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, par rapport à la situation initiale. Voilà. Donc il y a des tonnes de CO2 qui sont... Alors les contributeurs, c'est des entreprises ou des collectivités qui vont avoir... oui, juste quelques bases. L'association est créée, il y a 3 collèges. Il y a le collège des contributeurs avec les entreprises et les collectivités, le collège des propriétaires forestiers, et puis le collège d'institutionnels qui ont été là à l'origine et qui sont toujours là, qui ont participé aux échanges pour voir si l'idée de créer cette structure avait un sens et quelle était la pertinence par rapport aux différentes situations. Et donc là-dedans, on va trouver l'ADEME, Biomasse Normandie, enfin le CRPF qui s'occupe de la propriété forestière privée, etc. Voilà. Et donc on vérifie, enfin on essaie de vérifier le plus possible justement que les candidats ne vont pas faire du greenwashing. Donc c'est pas forcément un exercice évident, mais en tout cas il doit y avoir mesure vraiment du taux d'émission, le périmètre doit être bien défini, sur quelle période, et avec une justification qu'il y a eu un travail en amont pour pas faire cette opération sur quelque chose qui serait du gâchis énergétique. Voilà. Donc il faut avoir, idéalement, en fait, la compensation carbone dans une démarche sensée doit arriver en 4e position par rapport, si vous connaissez le scénario mégawatt, on a le meilleur levier, c'est quand même la sobriété, ne pas prendre l'avion, ne pas faire ce qu'on fait d'habitude. Après, il y a le levier d'efficacité, des énergies renouvelables, et puis c'est qu'en 4e recours que idéalement, si on a exploré toutes les possibilités de faire ces actions en amont, pourquoi pas aller jusqu'à la séquestration de quelque chose qui a été émis dans l'atmosphère, et qu'on va essayer de recapter sur Terre avec la croissance des arbres. Mais du coup, est-ce que ça ne fait pas de l'ombre aux 3 autres quand même? Parce qu'il y a des entreprises qui vont du coup compenser sur le marché obligatoire, qui vont ensuite compenser sur le marché volontaire.
Et du coup, le terme compensation, il est quand même assez fort, quoi. Si on le prend au pied de la lettre, on a compensé ses émissions, quoi. Et donc, du coup, j'aurais tendance, je sais pas, à me poser la question, est-ce que ce terme-là, il n'est pas un peu trop fort et il ne permet pas de s'affranchir quand même d'efforts conséquents sur la maîtrise de l'énergie et sur la sobriété. Donc tu disais, vous faites attention à voilà, essayer d'éviter le greenwashing dans des sociétés. Comment vous faites en fait? Parce que concrètement, alors tu m'as dit que tu n'aimais pas trop en parler, mais je suis désolé, on va en parler quand même, parce que c'est quand même votre plus grosse affaire du coup, que vous ayez eue. Vous avez travaillé avec EDF, je retrouve mes notes, je ne sais plus. Avec laquelle voilà, vous avez EDF a compensé volontairement tous ces trajets en voiture, donc c'est EDF, la délégation Normandie. La délégation régionale. Et donc ça représente 8500 salariés, ça représente 3,3 millions de kilomètres. Et donc ça leur a coûté une enveloppe de 12 000 euros de compensé. Voilà, parce que nous actuellement, jusqu'à il y a peu de temps, la tonne de CO2 était fixée à 14 euros, avec 2 euros pour le fonctionnement de l'association et 12 euros pour le propriétaire forestier. Et avec effectivement cette somme de 10 000 euros, la délégation régionale a pu. Voilà. Alors et donc il y a un travail fait avec EDF. Voilà, enfin, comment ça se passe en fait? Alors, en fait, à la création de l'association, il y a 2 comités qui ont été créés, un comité scientifique et un comité éthique, pour essayer qui a établi des grilles en fait d'évaluation, à la fois alors déjà bon, le comité scientifique c'est vraiment pour l'aspect calcul de la séquestration de CO2 sur les parcelles forestières. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est quand même des choses assez complexes. Et puis le comité éthique, c'est pour vérifier à la fois côté forestier qu'on applique bien les critères divers et variés qui ont été établis sur les conditions du reboisement. Et puis côté entreprise, c'est de montrer un peu patte blanche sur les démarches en fait en amont. Alors ça va être par exemple pour les grosses entreprises, ça va être on ne peut pas aller dans le détail d'observer tout ce qui se passe, mais d'avoir une certification ISO 14001 au minimum, idéalement d'avoir une ISO 50001 qui est sur la maîtrise de l'énergie, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est pas une garantie absolue contre le greenwashing. Les cas de figure qu'on rencontre, en fait, c'est quand même en général des entreprises ou des collectivités qui ont déjà émis le périmètre qu'ils vont compenser a déjà été émis. Enfin, ils ont connaissance de l'existence de Normandie Forêt élevée, ils trouvent ça intéressant et puis ils disent l'an dernier ils font un calcul où ils disent on pourrait peut-être compenser. Là il y a la métropole de Rouen par exemple qui a décidé a priori, c'est pas encore complètement fait, mais ils ont calculé l'équivalent CO2 de la consommation de papier de la métropole de la collectivité de métropole et a priori, ça va représenter quelques hectares de reboisement. Alors effectivement, il y a toujours dans la compensation les gros écueils. En fait, c'est le problème de temporalité, pardon, je veux dire. C'est vraiment, il y a toujours un décalage dans le temps entre les émissions et puis le projet qui va avoir pour vocation sur une certaine durée à compenser. Parce qu'on est d'accord, du coup, le CO2 est émis dans l'atmosphère, donc il contribue au réchauffement climatique. Et du coup, la séquestration se fait quand même sur le moyen terme. Enfin, en tout cas, elle n'est pas faite tout de suite. Donc, entre deux, il y a eu un pouvoir de réchauffement qui a été activé. Et donc finalement, on perd un bout de la compensation, quoi. On compense, mais de manière décalée dans le temps, quoi. Après, effectivement, il ne faut pas que ce soit une légitimation pour émettre en amont. C'est clair, c'est plus... l'idée, c'est vraiment de faire ça que sur les émissions résiduelles qu'on ne peut pas... Alors, la plupart des périmètres, là, c'est quand même souvent des trajets, en fait. On ne touche pas sur... alors je peux citer l'exemple de la première en fait l'entreprise qui a été un peu à l'initiative de cette association, c'est la société Acom qui est la plus grande SCOP de France,
qui est basé dans la Manche et qui est soumis au quota CO2 obligatoire sur le périmètre de ces émissions directes, c'est-à-dire que c'est vraiment ces fours pour fabriquer les fils de verre, par exemple, ou les câbles qui émettent. Donc là, il y a marché obligatoire. Et en parallèle, il réfléchissait sur la manière de faire volontairement plus que ça, quoi, d'aller. Du coup, ils ont fait des démarches pour. C'était l'initiative de la création de l'association, et ils ont décidé de. Je crois que par exemple tous les kilomètres parcourus par les commerciaux d'entités ont été compensés aussi. Donc c'est souvent, voilà, on est souvent sur. On finit souvent sur le périmètre des déplacements parce qu'il y a une part plus difficile quand même à maîtriser que un process industriel ou voilà, bon. Ouais. Mais effectivement, c'est pas La thématique un peu de de l'énergie. Tout à fait. Mais donc du coup, admettons, je reviens sur EDF là, c'est 3,3 millions de kilomètres. On est d'accord qu'il vaut mieux essayer de les réduire plutôt que de compenser. Et donc, est-ce que derrière, il y a eu un plan de compensation, de réduction Je pense par exemple, je ne me rappelle plus du dossier exactement, mais à cette taille d'entreprise, pour ces tailles d'entreprise, il faut exiger par exemple un plan de déplacement, quoi, des choses comme ça, qui normalement œuvrent en amont pour essayer de réduire. Après, l'activité de l'entreprise est souvent dépendante de ces déplacements-là, donc elle estime que c'est essentiel à son activité. Donc voilà, on ne peut pas agir davantage sur. Concrètement, nous les vagabonds d'énergie, si demain on décide de compenser nos émissions liées à nos déplacements, comment on s'y prend? On a envie de vous contacter pour réfléchir avec vous à cette opportunité. Nous, ce qu'on va réclamer, c'est vraiment une mesure, en fait, un calcul de tonnes de CO2 qui soit justifié, qui corresponde vraiment à des choses qu'on puisse bien définir. Et puis après, normalement, il n'y a pas de... Il suffit. Après, on tient compte aussi des exigences de certains contributeurs qui. Alors, c'est local à l'échelle de la Normandie, mais certains contributeurs souhaitent des choses encore plus locales, proches du lieu. On essaie de satisfaire. Est-ce qu'on pourra dire cette parcelle-là, c'est notre compensation qui l'a reboisée? Voilà, en tout cas, oui, c'est tracé complètement. C'est-à-dire qu'on trace exactement les montants, sur quelles parcelles ils ont été attribués. Il y a une sorte de certificat après qui permet d'indiquer quelle parcelle a permis de compenser telles émissions. Et il y a des choses qui sont organisées aussi un peu par des visites en fait des chantiers, il y a une entreprise qui souhaite faire participer une partie de son personnel à l'implantation. Alors bon, c'est un petit peu délicat en termes d'assurance, etc. avec le gestionnaire forestier. Une partie de son quoi? Son personnel. Ah d'accord. Voilà, c'est un peu de la communication interne aussi. Il y a diverses demandes qui s'agrègent souvent. C'est pas simplement juste un chèque et puis ils veulent savoir. Ils veulent échanger avec le propriétaire forestier, avec le gestionnaire. Ce que j'ai pas dit, c'est que le point, il y a plusieurs dans les critères en fait à respecter. Il faut la pérennité en fait, c'est le plan de gestion en fait de la forêt qui permet ça. C'est-à-dire que chaque propriétaire forestier est tenu d'avoir un plan de gestion, donc un gestionnaire forestier. Il y a des règles en forêt qui fait que on a une garantie en fait sur 20 ans que ce qui est programmé va être fait. Et on considère qu'au-delà de 20 ans, il n'y a pas de risque parce que toutes les dépenses ont été engagées et après, il n'y a aucune raison que le propriétaire n'a pas jusqu'au bout parce que sinon il perd tout le bénéfice de son travail. Donc voilà. Donc c'est ce cadre-là, par exemple, qui empêche aujourd'hui de faire la même chose sur les haies. Les haies bocagères,
commence à y avoir des plans de gestion, mais ils sont assez rares. Donc, même si la création d'une haie va stocker du CO2, on n'a pas de garantie dans le milieu agricole que cette haie-là va être là dans 30 ans quand elle sera devenue mature. En termes de gestion forestière, qu'est-ce que vous plantez comme arbre? Est-ce qu'on peut choisir nos arbres aussi qui vont être plantés sur la parcelle? Les contributeurs ne choisissent pas les essences. Ça, alors moi, je suis pas du tout forestier, mais dans l'association, il y a des spécialistes. En fait, c'est les gestionnaires forestiers qui établissent le plan en association avec le propriétaire forestier et avec le regard du CRPF qui a des, enfin, ils ont des, voilà, il y a des consignes. En tout cas, le cas aujourd'hui classique, c'est de mettre plusieurs essences, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'essayer d'avoir les essences les plus résistantes au réchauffement climatique. Il y a des essences qui stockent plus vite le carbone que d'autres? Oui. On fonctionne avec un forfait moyen en fait. On ne veut pas faire varier le calcul pour chaque plantation. On a pris une moyenne, la fourchette très basse en fait. On a une démarche de sécurité pour plusieurs niveaux de sécurité pour garantir que les tonnes de CO2 seront effectivement stockées. Mais voilà, effectivement, on veut pas justement trop influencer sur les essences parce que c'est pas le seul critère en fait. Voilà, il y a des tas de critères dans le forestier qui doivent être pris en compte également. Donc voilà. Et comment vous faites pour trouver des parcelles, sélectionner des parcelles? Avec qui vous travaillez? C'est des parcelles privées, publiques? C'est quel type? Et c'est où en Normandie? On est à côté de Rouen. Voilà, je sais pas comment on peut le matérialiser, parce qu'en plus c'est quand même une initiative qui est locale et vous tenez à le faire localement. Oui, jusqu'à présent c'est vraiment dédié à la Normandie. Hein, c'est les contributeurs sont en Normandie et les parcelles sont en Normandie également. Ça peut éventuellement déborder, peut-être il y a un cas là peut-être sur le Perche où voilà, c'est le Perche sur trois régions. On n'est pas complètement fermé à des fois des débordements, mais dans l'esprit c'est ça. Et en fait c'est le travail du CRPF qui fait partie de l'association, du Centre régional de la propriété forestière privée. En fait les peuplements pauvres sont essentiellement du domaine privé. On ne touche pas au domaine public, c'est l'ONF qui gère ça. Et en fait, il y a un recensement qui existe de ces 20% de peuplement pauvre. Et donc après, c'est le CRPF qui fait des appels à candidature via des voies de communication qui sont propres à l'organisation de la forêt, et notamment vis-à-vis des gestionnaires forestiers. Merci. Je reviens sur un point. Tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone que de manière physique, si on est un peu carré, effectivement, on compense réellement, c'est-à-dire que l'arbre va du coup absorber autant de CO2 que ce qui a été émis pendant l'activité qui est compensée. Il y avait un truc qui ne me satisfaisait pas dans ça, et j'avais pas réussi à le trouver. Et en me renseignant un peu, j'ai du coup une nouvelle question par rapport à ça. La compensation a fait un peu parler d'elle il y a quelques années, il y a eu effectivement quelques scandales, et peut-être que ça existe. Fraude à la TVA normalement. Fraude à la TVA, mais notamment. Ouais, je suis retombé sur un documentaire que j'avais déjà vu, enfin sur un reportage que j'avais déjà vu il y a quelques temps, une entreprise en Turquie qui utilisait des mécanismes de compensation européens, voire français. Donc c'était l'exemple d'une entreprise suisse là, qui avait investi pour des parcs éoliens en Turquie. L'éolien en Turquie, ça cartonne à fond, ils en mettent partout. Et en fait, la gestion administrative des dossiers de compensation était tellement complexe que finalement, l'argent qui était récolté servait à payer quelqu'un pour s'occuper de ces dossiers. Et servait pas du tout à développer le parc, quoi. Donc, moi j'imagine bien que c'est pas ce que vous faites parce que c'est du concret, vous transformez bien l'argent que vous récoltez en arbres, mais vous avez forcément une ingénierie, j'imagine, qu'il faut faire tourner pour mettre en place ça. Combien ça vous coûte? Pour l'instant, cette ingénierie, elle fonctionne
surtout par la participation, enfin bénévole, ou en tout cas, il y a une partie des acteurs qui sont dans des institutions dont c'est un peu le rôle quand même de promouvoir la forêt, etc. Donc, voilà, ces gens-là contribuent à une activité dans l'association, mais qui n'est pas rémunérée directement par l'association. Donc, pour l'instant, en fait, alors il y a les 2 € prélevés par tonne pour le fonctionnement de l'association, jusqu'à présent, a servi avec des aides financières à quelques opérations, mise en place d'un site internet, etc. Mais c'est surtout de rémunérer aussi des stagiaires et là on a eu un contrat d'alternance pendant 2 ans. Voilà, aujourd'hui on n'a pas, enfin le nombre d'hectares reboisés est suffisamment fait pour avoir un fonctionnement un petit peu artisanal, comme expliqué avec voilà, des dossiers qui sont établis progressivement avec voilà, des échanges qui sont à l'intérieur des différentes entités qui sont concernées. Ce qu'on a réalisé il y a peu, c'est qu'on ne pourrait pas fonctionner comme ça. En fait, on n'a pas suffisamment de trésorerie pour développer plus, pour répondre plus efficacement aux demandes. Alors les sollicitations des contributeurs ne sont pas encore très nombreuses, mais bon, la crise sanitaire a un petit peu ralenti les choses. On s'interroge sur pas mal de projets qui étaient dans les tuyaux qui sont un peu ajournés. Mais donc en tout cas, on a voté, le dernier CA a voté une augmentation du prix de la tonne de CO2 avec un prélèvement plus important. On passe de 2 à 6 € pour l'association pour essayer de la rendre viable et de pouvoir financer au moins le salaire d'une personne pour gérer voilà, les dossiers. Pour rebondir, enfin, effectivement, il n'y a pas de méandre. On a une vision quand même très directe de ce qui se passe sur les parcelles. Moi, je suis allé sur plusieurs d'entre elles. Donc voilà, en fait, l'association a 2 comptes. Il y a un compte reboisement où les sommes qui sont versées pour les contributeurs, des contributeurs pour les forestiers, va directement sur ce compte et sera reversé aux forestiers quand la plantation sera terminée. Donc ça transite même pas par l'association. Et puis le compte de fonctionnement qui prélève avec les 2 € plus quelques aides financières qu'il y a eu de la part de la région et puis d'un mécanisme aussi pour la filière bois. Dans ma précipitation de début d'intervention, parce qu'on était trop en retard, j'ai oublié de préciser qu'à l'origine c'était un débat qui était présenté dans le programme pour ce sujet-là. On avait d'autres invités qui voulaient venir mais qui finalement ne sont pas venus, donc du coup il y a un Claude Renan qui est avec nous, donc c'est plus la forme d'une discussion interview qu'un débat. Par contre, l'idée c'est de vous donner la parole. Donc est-ce que vous avez des questions à poser à Renan sur ce sujet-là? Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire tourner le micro? Oui, you? Je prends celui-là. Moi j'ai du gel. Gel? Ouais, on a des petits. Ah, c'est par là. Parfait, on a fait. Et là, le micro, il y a... Est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour et merci. Non, c'est pas grave, tranquille. Du coup, j'avais plusieurs questions. La première, c'était dans le volet scientifique de votre association, là, ceux qui calculent les choses, c'est des écologues, c'est des forestiers ou c'est des gens type Carbone 4, tous ces gens-là, Jean Covici, enfin des spécialistes un peu du carbone?
Alors moi j'ai pas trompé là-dedans, je pense qu'il y a... Je sais que la restitution, en fait, ces calculs-là, c'est la personne du CRPF qui suit l'association depuis le début. Mais je sais qu'elle participe à des groupes de travail au sein du CNPF à l'échelle nationale de l'organisation, où il y a effectivement il y a des universitaires, après je ne sais pas si ça touche, si Carbone 4 a pu tremper là-dedans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore des incertitudes, des inconnus, notamment au niveau du sol. Voilà, sinon, bon, a priori, il y a un consensus à peu près qui, voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, enfin, à l'échelle d'un hectare, la fourchette, en fait, les calculs actuels sont situés entre 184 et 250, je crois, tonnes par séquestrées par hectare entre un peuplement pauvre au départ et un reboisement au bout de 40-50 ans. C'est à peu près cette durée-là qu'il faut compter. Et nous, on a fixé le seuil dans nos calculs, on prend exactement 2000 € par hectare pour le propriétaire forestier, ce qui fait 167, donc on est en dessous de la fourchette basse par rapport à des incertitudes. Ok, donc ça serait 100 tonnes en plus de ce qu'il y a déjà, parce qu'il me semble que les rendements forestiers, c'est des trucs genre 5 ou 600 tonnes à l'hectare, quand ils exploitent les forêts pour le bois ou pour le papier. Mais c'est ça, c'est l'ordre de grandeur en finale, mais après il y a le stock de départ qu'il faut enlever etc. Ouais. Et du coup, dans le sol, ils pensent qu'actuellement ils surestiment ou sous-estiment tout ce que stockent les racines. Là, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Enfin, les racines sont comptées, hein. Mais c'est les changements d'état du sol dont les impacts en termes de relargage ou de recaptage de CO2 ne sont pas bien connus en forêt. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des gens qui travaillent dessus, mais il n'y a pas de consensus pour dire. Ça va dépendre il y a tellement de sols différents. Enfin, là aujourd'hui, quand il y a un reboisement qui est défini, tous ces paramètres sont pris en compte, la nature du sol, les essences qui étaient là avant, l'humidité, etc. Les différentes essences vont être réparties en fonction de... Quand on finance au maximum 2 hectares pour ne pas avoir financé des grands projets, il peut y avoir des zones plus ou moins humides qui vont recevoir d'autres essences. Donc, voilà. Ah oui, bonsoir. Donc ça m'a permis, moi, d'être éclairé entre effectivement les compensations volontaires et les compensations facultatives, enfin voilà. Par contre, si je comprends bien, donc les émissions, comme ça a été dit tout à l'heure déjà un peu, les émissions elles ont lieu aujourd'hui ou hier, et puis la compensation, l'équivalence va arriver au bout de 50 ans, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, à partir de 20-30 ans, ça... J'ai malheureusement bien compris. Ça stocke plus que ce qu'il y avait sur la parcelle. Ah oui, tout à fait, oui. Ça pourrait être intéressant si effectivement on avait le temps d'attendre. Donc je pense que c'est vraiment une mauvaise solution, qu'il faut vraiment travailler sur l'éviter, sur la réduction, mais la compensation, c'est vraiment, à mon avis, si j'ai bien compris, s'acheter une bonne conscience pour les grands groupes, mais on va à la catastrophe, parce qu'on n'a pas 50 ans à attendre pour que les émissions soient réduites. Oui, alors, comme je le disais, de toute façon, c'est pas, faut pas que ce soit le levier à utiliser. Alors c'est effectivement une critique qui est reçue souvent. Et en fait, là, moi-même, j'ai questionné les forestiers par rapport à ce décalage de temporalité. Leur réponse principale, en fait, c'est de dire que de toute façon, ces peuplements pauvres, en fait, c'est lié à l'historique de la forêt normande. En fait, cette association, le fort pourcentage de bois ou de forêt qui dit en impasse sylvicole est lié à l'histoire de la Normandie, de la guerre, etc. Et qui fait que, en fait, c'est des plantations qui ont eu lieu à peu près tout au même moment et qui arrivent
en fait, à partir depuis quelques années, tout à peu près au même stade où elles sont, voilà, elles sont classées en peuplement pauvre, tout en même temps quasiment, quoi. Et ce que disent les experts forestiers, c'est que de toute façon, si c'est pas reboisé maintenant, enfin à un moment donné, ce sera fait plutôt dans, on va dire, dans la réponse, c'est de dire que ça peut rester encore dans ce stade-là pendant quelques dizaines d'années, mais que à un moment donné, les propriétaires forestiers, de toute façon, ils vont reboiser, mais ils vont refaire pareil, tout ça en même temps dans 50 ans, quoi. Et que du coup, à ce moment-là, on va larguer du CO2 aussi au départ. Et du coup, le faire maintenant, c'est plutôt essayer de rattraper, de commencer à séquestrer plus tôt que ce qui va être fait naturellement. Voilà. Et puis une autre question, donc pour savoir s'il y avait d'autres structures comme la vôtre en Normandie qui faisaient ce genre de compensation volontaire, et puis à combien d'hectares on en était à peu près, votre structure, et puis les autres structures éventuellement. Attaché à la Normandie, qui a vocation vraiment régionale, il n'y en a pas d'autres. En fait, les autres sont plutôt en rayon d'action nationale, avec des modèles de société plutôt comme Reforestation, des choses comme ça. Dans d'autres régions, il n'y en a pas des... Alors, il y a des équivalents, en fait, pas avec ça. On parle de... Forestier parle d'itinéraire sylvicole d'itinéraire en fait défini pour la compensation active, voilà, une méthodologie. Et il y a d'autres des projets qui existent, des choses qui existent de façon similaire, mais qui ne prennent pas cet itinéraire-là, qui va correspondre à d'autres moyens de séquestrer le CO2 en forêt. Et ça, c'est lié aussi aux spécificités. C'est-à-dire que la Normandie n'est pas une région forestière, à proprement parler. Donc c'est la seule. Et puis aujourd'hui, il y a à peu près seulement une dizaine d'hectares qui ont été replantés. Voilà. Là, sur l'agglomération de Rouen, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes du secteur, mais je veux dire, il y a tout un collectif d'associations et de citoyens qui viennent d'empêcher 62 hectares de forêt d'être détruites. Donc finalement, on va pouvoir faire le calcul du stockage de CO2, puis réclamer quelques moyens pour les associations et pour faire d'autres projets. Non mais vous voyez, vous en êtes à 10 hectares là, en 8 semaines on a sauvé 62 hectares, quoi. On n'est pas du tout non plus à la bonne échelle, j'ai l'impression. Donc cette compensation-là, parce que honnêtement je ne m'étais jamais penché, je suis bien content d'avoir eu l'éclaircissement entre ce qui était obligatoire et volontaire. Mais je veux dire, on en entend parler tout le temps, les compensations, EDF, ainsi de suite. Je veux dire, c'est facile à faire, mais c'est l'arbre qui va cacher la forêt, quoi. Oui, là on est sur quelque chose de nouveau, en fait, qui n'existait pas, cette compensation volontaire locale, qui n'existait pas de cette manière-là. En fait, il y a eu une phase de 4-5 ans où il y a eu 3 projets expérimentaux pour caler en fait les critères, etc. Donc ça a pris du temps. Et effectivement, il y a en fait, les ambitions affichées au départ, c'était d'arriver à cette période-là et d'être plutôt à 200 hectares par an. Donc clairement, on n'est pas encore à ce niveau-là. L'année 2020 aussi pour l'instant a été un peu spécial de ce point de vue-là pour les délais. Donc il y a des projets, il y a des prémices de projets de plus en plus conséquents mais l'idée c'est d'être plutôt à... En fait il y a 75 000 hectares, l'idée c'est d'être plutôt idéalement une association qui pourrait gérer 400-500 hectares par an de reboisement peuplement pauvre. Il y a encore du chemin à faire. Boulot. Une autre question? Ouais, devant. Alors, du coup, c'est cool parce que ça n'a pas l'air d'être votre cas, mais j'avais vu des scandales comme quoi les compensations, des fois, à la place de planter diverses essences comme vous et tout, ils plantent en fait des rangées de Douglas pour les exploiter, ou des bouleaux pour faire de la papeterie,
ou pire, des palmiers à huile. Oui, voilà. Donc là, c'est complètement ridicule. Mais est-ce que vous savez si, alors du coup vous localement non, mais peut-être est-ce que vous avez un regard national et vous pouvez me dire si ce genre de pratique existe en France? De faire genre on reboise, on croit que c'est des vraies forêts, puis non, c'est des champs de peupliers quoi. Je sais pas si ça existe lié à des entités qui proposent de la compensation carbone. J'espère que non. Je pense qu'en France, voilà, il n'y a pas ce genre de dérive. Après, je sais en dehors de cette activité de compensation carbone, je sais que ça existe pour le bois énergie, par exemple. Voilà. Il y a je sais qu'en Corse, il y a des plantations d'eucalyptus qui sont faites pour alimenter des chaufferies. Alors, est-ce que c'est... Voilà. C'est positif en termes de substitution de CO2 d'une chaudière gaz à la place de chaudière bois, mais bon, après la typologie de ressources n'est peut-être pas très adaptée, mais en tout cas, l'eucalyptus avait été choisi parce qu'il pousse très vite, il fournit du bois très rapidement, et voilà, c'est de l'agroforesterie, quoi, enfin, plus ou moins. Y a-t-il d'autres questions? Ah, bien sûr, par là-bas. Voilà, merci, j'avais trois choses. La première, et c'est la remarque sur oui, mais on produit le CO2 maintenant et la compensation, elle va s'étaler dans le temps. Alors c'est vrai, mais bon, faut quand même commencer à un moment. Et l'idée, il me semble que l'idée peut être d'un flux. Parce que si on avait commencé il y a 40 ans à compenser la totalité de nos émissions de CO2, on en serait aujourd'hui à recapturer la même quantité de CO2 que celle que l'on relâche. Je dis bien dans un monde idéal, donc il faut aussi le voir en termes de flux. Donc je veux savoir si vous cautionnez ça ou si je me trompe. La deuxième, c'est est-ce que vous avez un suivi ou des calculs qui donnent, parce que 10 hectares, 62 hectares, ce que représentent ces compensations par rapport à la totalité des émissions en Normandie ou autre. Est-ce qu'on est sur Epsilon ou est-ce que, y compris en prenant en compte le projet de développement, parce qu'on comprend que vous en êtes au début, donc est-ce qu'on est sur vraiment quelque chose d'anecdotique ou qui peut représenter une quantité importante? Et puis la troisième, c'est que dans les trois exemples que vous avez cités, vous avez cité une collectivité, donc une institution publique, vous avez cité EDF, on pourrait en parler beaucoup, mais qui reste quand même pour une part publique, et vous avez cité une Scope, donc qui n'est pas une entreprise capitaliste comme une autre. Est-ce que cela signifie que selon la propriété des entreprises importantes, il y a une plus grande sensibilité à ces problématiques? Alors, pour le flux, enfin oui, effectivement, enfin, il y a beaucoup de raisonnements qui se font en flux sur le CO2, notamment dans les plans climat, enfin, donc c'est le bon raisonnement. Après, le protocole de Kyoto ne calcule pas en flux, mais en stock vraiment. Donc, bon, et puis bon, il y a là, effectivement le décalage dans le temps. Ce que j'ai peut-être pas insisté assez, c'est que effectivement, bon, c'est une association qui a pour vocation d'offrir un service de compensation carbone locale, mais l'itinéraire qui a été choisi, c'est aussi pour essayer d'améliorer deux éléments. En fait, donc la Normandie a été pionnière en termes de chaufferie collective bois. Et sa ressource en bois énergie est très, très tendue aujourd'hui. Donc un moyen les reboisements qui se font ont pour vocation de donner un petit peu d'oxygène à cette filière-là.
Et puis également, la Normandie est très importatrice de bois d'œuvre. C'est pas une région forestière, donc elle importe énormément l'essentiel du bois utilisé dans l'industrie est importé. Donc voilà, les reboisements pour transformer une parcelle en impasse en parcelle qui va produire du bois d'œuvre va permettre aussi de diminuer un petit peu le déficit de la région. Et alors en effet, la séquestration, c'est pas la solution, c'est sûr. On agit en fait. Moi, j'ai un petit peu d'éléments par rapport à des plans climat, par exemple de régions, par exemple dans la Manche, de régions bocagères. Quand on fait les perspectives de séquestration, en fait, on va être sur 2-3% des émissions à peu près du territoire. Donc c'est qu'une petite partie du levier, des leviers. Faut pas voir ça comme une solution. Pardon? Ah oui, il y a quand même quelques... Oui, alors c'est vrai que j'ai paralysé, mais il y a quand même des... Je peux citer l'entreprise, l'imprimerie Corlet, qui a fait des projets de compensation. En fait, c'est une imprimerie qui est basée dans l'Orne, je crois, qui a 2 sites et qui a du fret interne. Et elle est obligée de transporter ses bobines. Enfin bon, elle ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Et donc, elle a calculé les émissions de 2 camions, je crois, qui font les rotations. Et elle a compensé. Donc, c'est une entreprise de plus petite taille qui n'était pas soumise au quota de CO2 et qui a voulu faire une démarche parce qu'elle est très ancrée dans son. Voilà, très liée à la Normandie. Elle édite une revue, je crois, qui s'appelle My Normandie. Enfin voilà, donc elle a voulu participer. Voilà, il n'y a pas que des grosses entreprises. Pour l'instant, il n'y a pas de petites collectivités. Mais... Mais du coup, s'il y a pas mal de collectivités ou d'entreprises à culture publique, on va dire, pourquoi est-ce que l'ONF ne se fout pas dedans? Je crois, vous avez confirmé, mais la majorité des forêts françaises, elles sont privées. Mais pourquoi pas faire intervenir les forêts publiques, des parcs nationaux, des trucs comme ça, peut-être qu'ils pourraient se foutre dedans? Moi, je pense qu'il y a des sujets qui sont travaillés par l'ONF, hein, forcément. Après, je ne sais pas exactement sur... Je pense qu'ils... Alors, je n'ai pas parlé aussi du label bas carbone, c'est l'État qui a créé ça il n'y a pas longtemps, là, qui est une sorte, en fait, comment on appelle ça, enfin, de certification, en fait, de la compensation, qui peut servir de certification à la compensation locale de carbone, quoi, volontaire, pour éviter d'avoir à payer un cabinet de certification qui coûte au minimum 30 000 €. On ne pourrait pas du tout s'offrir, nous, à l'association, pour faire valider un peu la démarche. Donc, ce label bas carbone, il y a déjà quelques itinéraires qui sont labellisés comme ça en forêt, et je pense qu'il peut y en avoir certaines qui correspondent à la forêt publique, quoi. Justement des façons d'aller stocker du CO2 supplémentaire en forêt, mais pas la même typologie de forêt sur laquelle on travaille. Donc, il y a des termes techniques, je sais plus exactement de quelle manière ils arrivent à justifier, en fait, à faire valider des démarches. Et puis, du coup, je pense qu'ils... Alors, je ne sais pas après de quelle manière, quels sont les organismes, est-ce qu'ils valorisent ça en termes de CO2 pour l'instant? Je ne sais pas encore tout à fait. Mais enfin, en tout cas, il y a forcément tout le monde, tous les acteurs de la forêt sont un peu quand même ont une veille sur ce sujet-là. Et ce, malgré que, bien que l'ONF, elles sont en train de se faire plus ou moins privatiser, ils allaient en ce moment, le gouvernement, ce qu'il fait à l'ONF, c'est pas cool du tout, ils n'arrêtent pas de se plaindre, j'ai pas tout compris, mais en gros, ils essayent de les privatiser, quoi. Et ça, vous pensez que ça changera rien au fait que ça a cette tendance
Là, ça dépasse je connais pas le sujet suffisamment bien. Je sais que ce que j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, là, c'est qu'il y a eu un constat que 17% de la forêt, la forêt peut-être publique d'ailleurs, qui était condamnée là en ce moment, enfin, à cause de 3 sécheresses, les châtaigniers, etc. Dans les Vosges, là, dans les Vosges. 7%, voilà, donc de toute façon, voilà, il y a. C'est une forêt qui est certainement stockée correctement du carbone à l'état initial et puis qui risque de disparaître parce que voilà, les essences meurent de soif, quoi, littéralement. Donc du coup, bon, forcément, après, là, ça va pas être stocké de CO2 supplémentaire, ça va être plutôt d'éviter d'en perdre trop, quoi. En tout cas, le constat à l'échelle de la France, la forêt croît, et donc la France est attachée à ce que dans le calcul, voilà, on prenne en compte l'accroissement de la forêt naturelle. Enfin, naturelle, pas forcément, mais voilà. Mais effectivement, ça peut être vite remis en cause si le réchauffement climatique s'accélère et que les forêts ne s'adaptent pas suffisamment vite, quoi. Une question par là-bas. Il nous reste à peu près 5 minutes. Donc voilà. Peut-être la dernière. Si c'était plus une remarque sur l'ONF, je comprends qu'on se pose la question de se dire mais pourquoi ne pas aller vers les forêts publiques, mais aussitôt je me dis mais est-ce qu'il n'y aurait pas un piège dans ce cas-là, c'est théoriquement une ONF qui doit rester publique, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, elle a pour vocation de gérer la forêt de la façon la plus conforme à son usage public pour le bien commun et par conséquent pour l'environnement. Donc a priori, elle n'a pas nécessité, contrairement au peuplement pauvre sur les petites parcelles dont vous parliez, elle n'a pas nécessité à être financée par le privé pour le faire, puisque c'est théoriquement l'État qui doit l'assurer. Si on ouvre la porte à ce que justement elle rentre dans ce système, on a vu ça quand on a développé on est sur une friche culturelle aussi, quand dans la culture on a dit mais vous inquiétez pas, il y a un ministère de la culture mais ce sera jamais grand chose, on va développer le sponsoring des grandes entreprises privées, on voit vers quelle dérive on va, puis en même temps ça permet de réduire les budgets publics. Et est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là le risque, si on dit l'ONF va bénéficier de ce type de les forêts publiques vont bénéficier de ce type de financement, à ce moment-là, c'est plus la peine que l'État se pose la question de financer la forêt publique. Il n'a plus qu'à laisser faire le bon vouloir des entreprises privées, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur les risques qui concernent la privatisation de l'ONF, et le fait aussi que dans les menaces sur l'ONF et les forêts publiques, ce que l'État veut en fait, c'est pas ce que la logique libérale cherche, c'est dire mais elle doit se rentabiliser le plus possible, ce qui n'est pas forcément compatible avec une gestion à long terme et une gestion qui regarde avant tout l'intérêt environnemental et social. Et donc le risque serait peut-être justement de mettre le doigt qui nous ferait appeler le bras. C'était pas l'idée initiale, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise. Merci beaucoup. Très bel échange entre vous. Non, c'est bien, c'est pas ironique du tout. On va devoir s'arrêter là. Moi, j'ai une dernière interrogation. On en a déjà un peu parlé, en fait. Enfin, donc c'est pas une dernière, mais une interrogation sur les calculs, en fait, quoi. Hein. Sur quel calcul on se base pour calculer une empreinte carbone, par exemple. Est-ce qu'on prend en compte tous les éléments de la chaîne, par exemple, quand on parle d'un déplacement en voiture, par exemple? J'imagine qu'on prend en compte que le carburant qui est brûlé dans le moteur, quoi. Et est-ce que est pris en compte également toute l'empreinte, toute l'énergie grise consommée pour faire le véhicule, pour l'entretenir, etc. Je sais que c'est des chiffres qui sont souvent pas tellement pris en compte. Et puis dans l'activité de compensation aussi, le mécanisme de compensation, il demande du coup de bouger, de se voir, de se déplacer, enfin des réunions, d'aller sur le chantier, d'acheter un ordinateur pour contacter les personnes et puis faire évoluer le projet. Ça demande de développer une ingénierie qui elle aussi émet du carbone finalement, quoi. Est-ce que c'est pris en compte dans les calculs, tout ça? Alors pour l'activité propre de Normandie Forêt V, pour l'instant officiellement on l'a pas, comme elle est plutôt
liées à l'activité de personnes qui travaillent dans d'autres entités. Enfin, il y a eu quelques événements dans l'Élysée, mais on n'a pas encore. On considère que c'est encore assez marginal pour. Mais évidemment, moi, je pense qu'il faudra qu'on le fasse, qu'on soit exemplaire. Et il n'y a pas très longtemps, justement, moi j'ai eu l'idée de. Enfin, le fait de. S'il y a consolidation en fait des chiffres de tonnes de CO2 séquestrées et qu'on prend quelque chose d'inférieur, on pourrait considérer que voilà qu'on compense aussi les émissions liées à l'association. Ça pourrait être. Alors après, dans les calculs, en fait, c'est le choix des contributeurs de choisir leur périmètre. C'est-à-dire que on n'exige pas qu'ils prennent la totalité. En fait, quand on parle de bilan carbone, on parle en scope. Là, scope 1, c'est les émissions directes, et puis après, les émissions en amont. Après, nous, on n'a pas d'exigence par rapport à ça. C'est juste que ce soit justifié, qu'on sache. Voilà, si effectivement, je pense que dans le cas d'EDF, c'était des émissions directes, hein, donc du carburant. Mais bon, après, on sait que c'est pas. Voilà, c'est peut-être rajouter de 5-10%, mais bon, c'est pas forcément l'enjeu. Enfin, libre aux contributeurs de choisir d'aller plus loin émission et de justifier que ces périmètres ils calculent correctement, enfin qu'ils justifient leur tonne. Sur ces questions, c'est vrai que il y a le cabinet Carbone 4 qui travaille sur vraiment le fond, qui va creuser dans les calculs, etc. Et on avait dans notre viseur quelqu'un de Carbone 4 pour venir témoigner aujourd'hui, et d'autres personnes aussi. C'est un sujet que nous on a envie de creuser un peu pour s'acculturer, c'est de comprendre vraiment comment ça fonctionne, tout ça. Et donc il se pourrait que dans les prochains mois on organise peut-être un webinaire ou une conférence, ou voilà, peut-être que ça sera en ligne, on ne sait pas, mais avec des experts de ces cabinets-là qui eux vont vraiment dans le détail et qui permettent peut-être de comprendre mieux et puis de trouver des clés pour avancer, quoi. Mais sinon, moi ce que je retiens quand même de notre échange, c'est que c'est vraiment le 4e pilier et qu'il y en a surtout 3 autres avant en fait de mégawatts. Donc la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, qui sont déjà 3 étapes quand même majeures sur lesquelles on galère quand même pas mal déjà. Et en fait j'ai l'impression qu'on le prend à l'envers, c'est-à-dire qu'on compense, bon ça ok, on compense et puis on le dit, on développe les énergies renouvelables, ça beaucoup, et en fait plus on se rapproche des fondamentaux, des 2 premiers, plus c'est compliqué, j'ai l'impression, quoi. Et surtout le premier parce que la sobriété, ça nécessite dans bien des cas de revoir notre mode de vie, notre organisation sociale, tout un tas de choses. Et j'ai l'impression que en fait on essaie de chercher tous les mécanismes possibles qui nous éviteraient de faire ce changement-là, quoi. Donc je me demande presque, en fait, là c'est le 4e pilier, quand est-ce qu'on va sortir le 5e et le 6e et le 7e et voilà, je me pose quand même pas mal de questions là-dessus. J'espère que le pilier efficacité et énergie renouvelable correspond à une activité beaucoup plus importante quand même en Normandie qu'une modeste activité de séquestration, et que c'est proportionnel quand même aux enjeux. Après la sobriété, c'est plus difficile à appréhender. C'est un peu il y a du domaine public, des domaines chacun est acteur de son comportement, donc voilà, bon, c'est sûr que là. Oui, ça fait appel à la question de la privation de la liberté, des libertés, avec par exemple du coup la diminution l'interdiction des trajets en avion de moins de 2 heures en France. Ça fait, on est sur une toute petite mesure qui a vraiment pas beaucoup d'impact, qui est quand même, il faudrait aller beaucoup plus loin, et pourtant ça suffit déjà à faire tout un débat, et énormément de gens sont pas d'accord, quoi. Donc c'est vrai qu'on touche à cette question de la liberté, et voilà, en même temps évidemment, mais bon, peut-être que je vous l'apprends pas, mais la liberté de respirer un air sain et d'avoir une planète qui se réchauffe pas forcément, on en parle un peu moins aussi, quoi. Merci en tout cas d'avoir éclairé un peu, de nous avoir éclairé sur ce sujet-là pour y voir un peu plus clair. Oui, c'est pas très original. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On continue demain, évidemment.